Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons parler d'un homme dont le nom est partout, mais dont le véritable esprit reste l'un des plus grands mystères de l'histoire, Léonard de Vinci. L'histoire de Léonard ne commence pas dans un palais, mais dans la rugosité d'une colline toscane, le 15 avril 1452. Pour comprendre le génie de Vinci, il faut d'abord comprendre sa naissance. Il est un bâtard, le fruit d'une liaison illégitime entre Ser Piero da Vinci, un notaire ambitieux de 25 ans, et Caterina, une humble paysanne de 20 ans. À cette époque, être un enfant illégitime est une marque infamante qui définit votre destin social avant même votre premier souffle. Mais pour Léonard, cette exclusion sera le terreau de sa liberté absolue. Parce qu'il ne peut prétendre à la succession de son père, les portes des écoles pour les marchands et les universités de droit et de médecine lui sont fermées. On ne lui impose pas le carcan du latin médiéval, ni la répétition stérile des textes d'Aristote. Il grandit dans le hameau d'Anciano, un paysage d'oliviers argentés et de rochers gris, sous la garde de son grand-père, Antonio. Cette solitude forcée est son premier laboratoire. Tandis que ses contemporains apprennent la vérité dans les livres, Léonard apprend la vérité dans le vent, la pierre et l'eau. Léonard se décrira plus tard comme un homo senza lettere, un homme sans lettres. Ce n'est pas un aveu d'infériorité, mais une déclaration de guerre intellectuelle contre les doctes de son temps. Il refuse l'autorité des anciens pour ne se fier qu'à celle de l'expérience. Son éducation est sensorielle. Il passe ses journées à errer dans les montagnes de Vinci, développant une acuité visuelle qui frise le surnaturel. Il observe les oiseaux, non pas comme des symboles religieux, mais comme des machines biologiques. Il commence à s'interroger sur l'angle de leurs ailes et la résistance de l'air. C'est dans ces collines qu'il conçoit l'idée que la nature est régie par des lois mathématiques universelles. Pour lui, tout est lié. Les nervures d'une feuille de peuplier ressemblent au réseau hydrographique des rivières qu'il voit couler dans la vallée de l'Arno. C'est également durant cette enfance sauvage que se produit l'un des chocs intellectuels les plus profonds de sa vie. Au sommet des montagnes de Toscane, loin de toute côte, le jeune Léonard déterre des coquillages pétrifiés et des restes de crustacés. À l'époque, l'explication officielle est soit le déluge biblique, soit l'idée que ces formes poussent dans la terre par une sorte d'influence astrale. Léonard rejette ces théories. Par l'observation des couches de sédiments, il comprend que ces montagnes ont été, il y a des éons, le fond d'une mer immense. Il devine la lenteur des cycles géologiques, le concept de temps profond qui contredit la chronologie de la Genèse. Cette capacité à voir l'invisible derrière le visible, l'histoire de la Terre, derrière un simple coquillage, devient la signature de son génie. Vers l'âge de 10 ou 12 ans, un événement symbolique marque son esprit, au point qu'il le consignera dans ses carnets des décennies plus tard. Lors d'une de ses explorations, il se retrouve face à l'ouverture d'une immense caverne sombre. Il écrit avoir ressenti deux émotions violentes et contradictoires, la peur et le désir. La peur de l'obscurité menaçante, du monstre qui pourrait s'y cacher. Le désir ardent de voir s'il n'y avait pas là quelque chose de miraculeux. Cette grotte, c'est l'inconnu. Léonard, toute sa vie, choisira systématiquement le désir de savoir contre la peur de l'ombre. Il entre. Cette soif de lumière dans les ténèbres sera le moteur de toutes ses recherches futures. De l'anatomie humaine à la mécanique céleste. Son père, Ser Piero, bien que occupé par sa carrière à Florence,
finit par remarquer les dons extraordinaires de son fils. Léonard dessine tout ce qu'il voit avec une précision chirurgicale. On raconte qu'un jour, il peignit sur un bouclier de bois une créature fantastique composée de fragments de divers animaux lézards, grillons, chauves-souris, si réaliste qu'elle terrifia son propre père. Réalisant que le talent de ce fils illégitime ne peut être ignoré plus longtemps, Ser Piero décide, vers 1466, de l'emmener avec lui à Florence, le centre battant de la Renaissance. Léonard quitte ses collines natales, mais il emporte avec lui une certitude qui ne le quittera jamais. La nature est le seul maître digne de ce nom, et l'œil est la fenêtre de l'âme. Vers 1466, Léonard débarque à Florence, une cité-État alors au sommet de sa gloire sous le règne de Pierre de Médicis. La ville est une fourmilière de tailleurs de pierre, de changeurs d'or et de philosophes. Ser Piero, profitant de son influence de notaire, place son fils comme apprenti chez Andrea del Verrocchio. Verrocchio n'est pas qu'un peintre. Il est l'artiste officiel des Médicis, un maître de la polyvalence. Dans son atelier, on ne se contente pas de mélanger des pigments. On y fond des cloches, on y sculpte des marbres, on y étudie la géométrie et on y conçoit des machines de levage. Pour le jeune Léonard, c'est un éveil technologique. Il assiste à la réalisation de la gigantesque boule de cuivre destinée au sommet du dôme de la cathédrale Santa Maria del Fior. Ce projet monumental lui apprend une leçon cruciale. L'esthétique est soumise aux lois de la physique et de la résistance des matériaux. Dans cet atelier, Léonard côtoie des jeunes gens qui marqueront l'histoire. Mais là où ses camarades cherchent la clarté du trait, Léonard cherche la vibration de l'air. C'est ici qu'il commence à théoriser le sfumato. Il observe que dans le paysage toscane, la distance rend les objets flous et bleutés. Il comprend surtout que dans la nature, les lignes n'existent pas. Un contour n'est qu'une transition d'ombre. Il commence à peindre des visages qui semblent respirer, dont les traits sont suggérés par des dégradés d'une finesse infinitésimale. Le choc survient avec le baptême du Christ. Verrocchio lui confie la réalisation d'un ange sur le côté gauche de la toile. Léonard utilise la peinture à l'huile, une technique flamande encore rare en Italie. Son ange est d'une telle fluidité, sa chair si translucide et ses boucles de cheveux si immatérielles que Verrocchio, selon la chronique de Vasari, prend conscience de sa propre médiocrité. Il pose ses pinceaux et jure de ne plus jamais peindre, terrassé par le talent divin de son élève. Mais l'ascension fulgurante de Léonard est brutalement stoppée en 1476. Une dénonciation anonyme est glissée dans les buchi, les bouches de vérité, des boîtes destinées à recueillir les délations. Léonard est accusé de sodomie avec un modèle de 17 ans, Jacopo Saltarelli. À Florence, la sodomie est un crime passible d'amende lourde, d'humiliation publique ou même de mort. Bien qu'il soit acquitté 2 mois plus tard, faute de preuves probablement grâce à l'entremise de protecteurs puissants ou de son père, cette expérience le marque à vie. Elle renforce sa méfiance envers la société et sa solitude. C'est à partir de cet instant qu'il généralise son écriture spéculaire, écrite à l'envers. On a souvent dit que c'était une astuce de gaucher pour ne pas tacher l'encre. Mais c'est bien plus que cela. C'est un cryptage. Léonard veut protéger ses pensées, ses inventions et ses doutes. Il crée une forteresse intellectuelle entre lui et un monde capable de le condamner pour sa nature profonde. Libre mais blessé,
Léonard commence à travailler pour son propre compte. On y voit déjà son obsession pour la botanique et pour la psychologie humaine. Cependant, un trait de caractère commence à l'isoler. Il ne finit presque rien. Pour Léonard, l'exécution est secondaire par rapport à la conception. Une fois qu'il a résolu mentalement le problème de la composition, l'acte de peindre l'ennuie. En 1481, les moines de San Donato lui commandent l'adoration des mages. Léonard s'enferme dans des études de perspective hallucinantes, remplissant l'arrière-plan de chevaux et d'architecture en ruine. Mais le tableau reste à l'état d'ébauche monochrome. Il a déjà l'esprit ailleurs. Il rêve de machines volantes, de détourner des fleuves et de construire des cités idéales. Florence, avec ses intrigues et son culte de la beauté pure, commence à lui sembler trop étroite. Il a besoin d'un terrain de jeu plus vaste, d'un maître qui n'aura pas besoin d'un peintre, mais d'un architecte du monde. En 1482, Léonard a 30 ans. Il se sent étouffé par le néoplatonisme des Médicis, qui privilégie la poésie et l'abstraction. Lui a soif de matière, de fer et de pierre. Il tourne ses regards vers Milan, dirigé par Ludovic Sforza, dit le mort. Un usurpateur ambitieux qui veut faire de sa ville la nouvelle Rome du Nord. Pour le séduire, Léonard rédige un document extraordinaire. Ce n'est pas une lettre d'artiste, c'est un catalogue de génie militaire. Sur les 10 points qu'il développe, les 9 premiers concernent la guerre. 1. J'ai des plans de ponts très légers et robustes. 2. Je connais des méthodes pour détruire toute forteresse. 3. Je ferai des chars couverts, sûrs et inattaquables. Ce n'est qu'au point numéro 10 qu'il mentionne. En temps de paix, je crois pouvoir satisfaire aussi bien que quiconque en architecture et en peinture. Il arrive à Milan non pas comme un peintre, mais comme un prodige de la technologie à la cour des Sforza. Léonard devient une sorte de ministre de la magie. Il est chargé de l'urbanisme, concevant des plans de cités à 2 niveaux, un pour les piétons, un pour les égouts et les marchandises. Pour éviter la peste, il étudie l'hydraulique et perfectionne les systèmes d'écluses des canaux milanais. Mais il est aussi le scénographe attitré des fêtes ducales. Pour le mariage de Jean Galea Sforza, il conçoit la fête du paradis. Imaginez une voûte céleste mécanique, avec des planètes en rotation et des divinités qui descendent du plafond. Léonard invente des automates, comme son célèbre lion mécanique, capable de marcher et d'ouvrir sa poitrine pour laisser tomber des fleurs. Pour lui, le divertissement n'est qu'un prétexte pour tester ses engrenages. Ludovic Sforza veut honorer son père avec la plus grande statue équestre du monde. Pour Léonard, c'est le défi ultime. Il veut fondre un cheval de 7 mètres de haut en une seule coulée de bronze. Un exploit qui terrifie les techniciens de l'époque. Pendant plus de 10 ans, il vit dans les écuries. Il ne dessine pas seulement des chevaux, il les dissèque mentalement. Il étudie la tension de chaque tendon lors du cabré. En 1493, il expose le modèle en argile grandeur nature lors des noces de Blanche-Marie Sforza. L'Italie entière est sous le choc. C'est une prouesse de puissance et de réalisme, mais le destin de la statue est tragique. En 1494, le roi de France Charles VIII envahit l'Italie. Ludovic Sforza, paniqué, saisit les 75 tonnes de bronze destinées au cheval pour fabriquer des canons. En 1499, quand Milan tombe aux mains des Français, les archers gascons utilisent le modèle en terre de Léonard comme cible. L'œuvre d'une décennie s'effondre en poussière.
Léonard écrit dans ses carnets, avec une résignation déchirante: « Du cheval, je ne dirai rien, car je sais les temps qui sont. Entre-temps, entre 1495 et 1498, Léonard reçoit une commande pour le réfectoire du couvent Santa Maria del Grazie. Il doit peindre le dernier repas du Christ. Fidèle à lui-même, il rejette la technique de la fresque qui impose de peindre vite sur l'enduit frais, car il a besoin de temps pour réfléchir. Il invente une technique expérimentale, mêlant l'huile et la détrempe sur un mur sec. Le processus est erratique. Il peut passer une journée entière à donner un seul coup de pinceau, ou rester des heures à contempler le mur en silence. Le résultat est une révolution psychologique. On voit l'onde de choc se propager parmi les apôtres. C'est le triomphe de la perspective et de l'étude des émotions. Mais à cause de sa technique défaillante, l'œuvre commence à s'écailler quelques années seulement après sa finition. Léonard verra son propre chef-d'œuvre se décomposer sous ses yeux, victime de son désir d'innovation constante. Après la chute des Sforza, Léonard devient un exilé de prestige. Il passe par Mantoue et Venise, puis retourne à Florence. Mais c'est dans l'ombre des hôpitaux, notamment celui de Santa Maria Nuova, que son génie prend une dimension quasi surnaturelle. À une époque où la dissection humaine est tolérée mais reste moralement suspecte et physiquement insupportable, l'absence de conservation impose de travailler dans l'odeur de putréfaction. Léonard ouvre plus de 30 cadavres. Il n'est plus seulement un artiste cherchant à dessiner des muscles. Il est un scientifique cherchant le secret de la vie. Il injecte de la cire chaude dans les ventricules du cerveau pour en comprendre la forme exacte une première mondiale. Il est le premier à décrire l'artériosclérose et à comprendre que le cœur est un muscle doté de 4 cavités. Ses dessins de l'embryon humain dans l'utérus, bien que comportant quelques erreurs issues de l'anatomie bovine, sont d'une précision qui ne sera égalée qu'au XIXe siècle. Pour lui, le corps est une machine complexe faite de leviers, de cordes et de pompes. Il écrit: « Celui qui méprise la peinture ne peut comprendre la nature. » Ces carnets se remplissent de coupes anatomiques que nous utilisons encore aujourd'hui en imagerie médicale. En 1502, Léonard entre au service de l'homme le plus craint d'Italie. César Borgia, le Valentinois, fils du pape Alexandre VI. Borgia est un tyran implacable qui veut conquérir la Romagne par le sang. Il nomme Léonard son architecte et ingénieur général. Pourquoi Léonard travaille-t-il pour un tel monstre? Parce que Borgia lui offre un terrain de jeu total, muni d'un laissez-passer qui lui ouvre toutes les forteresses. Léonard invente la cartographie moderne. Pour la défense d'Imola, il dessine une carte vue du ciel, une vue ichnographique, utilisant une boussole et un odomètre de son invention. À une époque où les cartes sont des vues d'artistes approximatives, Léonard crée un outil de précision chirurgicale pour la guerre. C'est là qu'il croise Nicolas Machiavel. Imaginez ces deux esprits. L'un étudie la mécanique du pouvoir, l'autre la mécanique du monde. Ensemble, ils conçoivent un projet démesuré. Détourner le fleuve Arno pour priver la ville ennemie de Pise de son accès à la mer. Le projet échoue face à une tempête dévastatrice, rappelant à Léonard que si l'homme peut comprendre la nature, il ne peut jamais totalement la dompter. De retour à Florence, en 1503, Léonard reçoit une commande apparemment banale. Le portrait de Lisa Gherardini, épouse d'un marchand de soie nommé Francesco del Giocondo. Léonard ne rendra jamais le tableau. Il va le garder auprès de lui pendant 16 ans, l'emportant dans tous ses voyages.
y ajoutant des glacis imperceptibles année après année. La Mona Lisa est la somme de toutes ses connaissances. Ses études sur l'eau se retrouvent dans le paysage géologique, mouvant en arrière-plan. Ses études sur l'optique se retrouvent dans le voile transparent. Ses études sur l'anatomie se retrouvent dans ce sourire, conçu après avoir disséqué les nerfs qui commandent les muscles des lèvres. Il utilise ici le sfumato à son paroxysme. La lumière semble traverser la peau avant de rebondir sur la préparation blanche du fond. La Joconde n'est pas une image fixe. Elle est un processus biologique capturé dans le temps. Elle semble nous observer, car Léonard a compris les lois de la vision. Selon l'endroit où l'œil se pose, le sourire apparaît ou s'estompe, créant cette illusion de vie éternelle. En 1506, Léonard retourne à Milan, mais la ville a changé. Elle est désormais sous le contrôle des Français. Ironie du sort, ses anciens ennemis deviennent ses plus grands admirateurs. Charles d'Amboise, le gouverneur français, et le roi Louis XII le traitent avec une révérence que les Italiens ne lui accordent plus. Durant cette période, il se désintéresse presque totalement de la peinture de commande. Il se plonge dans l'étude des mouvements de l'eau. Dans ses carnets, il dessine des tourbillons avec une précision mathématique, tentant de comprendre la géométrie du chaos. Il voit des analogies partout. Le mouvement de l'eau lui rappelle celui des cheveux bouclés qu'il dessine avec la même obsession. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre le jeune noble Francesco Melzi, qui deviendra son disciple le plus fidèle, son héritier spirituel et le gardien de ses précieux manuscrits. En 1513, le monde change de base. Giovanni de Médicis est élu pape sous le nom de Léon X. Le frère du pape, Giuliano de Médicis, invite Léonard à Rome. Le vieux maître s'installe au Vatican, dans le Belvédère. Mais Rome n'est pas le refuge espéré. Léonard a 60 ans. Il se retrouve au milieu d'une arène où triomphent deux jeunes loups. Raphaël, qui s'approprie ses découvertes sur la grâce et la composition, et surtout Michel-Ange, son opposé total. La rivalité entre Léonard et Michel-Ange est légendaire. Michel-Ange, sculpteur tourmenté et pieux, méprise l'élégance et le scepticisme de Léonard. Léonard, de son côté, critique la musculature excessive des personnages de Michel-Ange, les comparant à des sacs de noix. Alors que Michel-Ange peint la voûte de la chapelle Sixtine et que Raphaël décore les chambres du Vatican, Léonard est mis à l'écart. Le pape se moque de lui car Léonard commence par distiller des herbes pour fabriquer un nouveau vernis, avant même d'avoir commencé ses tableaux. Hélas, s'écrie le pape, cet homme ne fera rien, car il pense à la fin avant le commencement. Se sentant incompris, Léonard se replie sur ses recherches les plus abstraites. Il étudie l'optique, la réflexion de la lumière sur les miroirs concaves et la botanique. Il s'enferme dans son laboratoire, fabriquant des lézards ailés mécaniques pour effrayer ses visiteurs. C'est une période de solitude où il écrit, plus que jamais, dans ses carnets. C'est aussi à Rome que ses forces commencent à décliner. Il subit probablement un premier accident vasculaire cérébral qui paralyse partiellement sa main droite. Pour un gaucher écrivant à l'envers, c'est un handicap, mais cela ne l'empêche pas de dessiner. Cependant, le doute s'installe. Dans ses notes, une phrase revient comme un leitmotiv douloureux. « Dis-moi si jamais quelque chose est achevé. » L'homme qui voulait tout comprendre réalise l'immensité de ce qu'il lui reste à découvrir.
alors que le temps lui est désormais compté. C'est dans cet état de fragilité et d'isolement qu'il reçoit l'invitation qui va clore sa légende. En 1506, Léonard a 64 ans. Il est un homme fatigué, un génie qui se sent étranger dans une Italie qui ne jure plus que par la fureur de Michel-Ange. C'est alors que le jeune roi François Ier, fraîchement victorieux à Marignan et fasciné par la Renaissance italienne, lui fait une offre qu'il ne peut refuser: devenir premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Léonard traverse les Alpes à dos de mulet, emportant avec lui ses carnets de notes et 3 de ses chefs-d'œuvre: la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne. Il s'installe au château du Clos Lucé, à Amboise, à quelques pas de la résidence royale. Pour la première fois de sa vie, il n'a plus de compte à rendre, plus de contrat de commande à honorer. Le roi ne lui demande pas de peindre, il lui demande simplement d'être. Une relation quasi filiale se noue entre le souverain de 22 ans et le vieux sage à la barbe de prophète. François Ier l'appelle « mon père ». On raconte que le roi passait des heures au Clos Lucé simplement pour écouter Léonard disserter sur l'âme, le mouvement des astres ou la structure des fleurs. Pourtant, l'esprit de Léonard reste en éveil. Il conçoit pour le roi des projets d'urbanisme grandioses, comme une cité idéale à Romorantin, avec des canaux et des maisons préfabriquées. Il organise également sa dernière grande fête, la fête du paradis, reprise de son succès milanais, où son célèbre lion mécanique traverse la salle, s'arrête devant le roi et, d'un coup de patte, ouvre son poitrail pour en faire jaillir des fleurs de lys. Malgré cet honneur, le bras droit de Léonard est désormais paralysé. Il ne peut plus peindre, mais sa main gauche continue de tracer des lignes dans ses carnets. Ses derniers dessins sont tentés par une vision: le déluge. Il dessine des vagues titanesques, submergeant des cités, des tourbillons d'eau et de vent, d'une violence inouïe. Est-ce une étude scientifique finale sur la dynamique des fluides ou une métaphore de sa propre fin? L'homme qui a passé sa vie à vouloir dompter la nature semble admettre, dans ses derniers traits de plume, la puissance invincible des éléments. Dans ses notes, il s'interroge sur ce qu'il restera de lui. Je croyais apprendre à vivre. J'apprenais seulement à mourir. Le 23 avril 1519, sentant la fin proche, Léonard rédige son testament devant notaire. Il lègue ses manuscrits et ses instruments à son fidèle disciple Francesco Melzi. Le 2 mai 1519, le plus grand esprit de l'histoire s'éteint au Clos Lucé. La légende, immortalisée plus tard par le peintre Ingres, veut qu'il soit mort dans les bras de François Ier, le roi, recueillant son dernier soupir, comme pour capturer une ultime étincelle de son génie. Il est enterré à la chapelle Saint-Hubert du château d'Amboise. Il a laissé derrière lui une poignée de tableaux qui ont changé l'histoire de l'art et des milliers de pages de notes qui ont préfiguré l'hélicoptère, le char d'assaut, la calculatrice et la médecine moderne. Léonard de Vinci n'était pas seulement un artiste ou un savant, il était l'incarnation d'une idée nouvelle, celle que l'homme, par la seule force de sa curiosité et de son observation, peut comprendre l'univers entier. Il nous a légué une méthode qui est aujourd'hui le fondement de la science moderne. Ne jamais cesser de demander pourquoi. À sa mort, ses carnets furent dispersés, vendus, perdus ou cachés. S'ils avaient été publiés de son vivant, la révolution scientifique aurait probablement eu 2 siècles d'avance. Mais peu. Être Léonard préférait-il ainsi laisser à l'humanité le soin de redécouvrir par elle-même les secrets qu'il avait déjà percés dans le silence de son atelier.